C'est bien. Bonjour Philippe Rier. Bonjour, bonjour Lionel. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Merci d'avoir accepté de nouveau ce rendez-vous du Club Lamartine qui est enregistré dans les conditions du direct, diffusé sur YouTube, Facebook et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. On Merci n'arrête pas le encore. progrès. On n'arrête pas le progrès, c'est bien. Merci Philippe encore d'avoir accepté ce rendez-vous. Maintenant, ce rendez-vous, on en sera au 26e. 26e Oui, et on a commencé il y a un an presque, le 4 novembre, ensemble. Merci d'avoir été aussi fidèle à ce rendez-vous et de nous éclairer sur l'actualité oui. politique. Et lors de notre dernier rendez-vous, nous avions fait le bilan des régionales et nous avions fait une défaite en trompe-l'œil. On avions discuté, échangé sur le fait que le Rassemblement national s'était un peu effacé. Et on voit que maintenant, à l'heure de la présidentielle, en tout cas bien en amont, on est encore à plus de 5 mois de la présidentielle, l'extrême droite rassemble 33% si on compte Zemmour et Le Pen. Est-ce que tu penses que nous sommes encore dans une erreur des sondages où il y a vraiment une montée de la pensée de l'extrême droite en France? On est sur une séquence différente, vois-tu Lionel? Une séquence différente, on n'est pas sur le même type d'élection. Dans le premier cas, des élections locales, des élections régionales, avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui ont leur notoriété, une mobilisation moindre. La présidentielle, c'est une fois tous les 5 ans, il y a une mobilisation toujours plus forte. On ne sait pas si elle sera très forte, moyennement forte, un peu plus forte, mais elle fait partie d'un grand cirque, d'un grand psychodrame national politique de débat avant. Et là, on s'aperçoit que la compétition commence très tôt, dès le mois d'août. On n'a jamais vu une présidentielle, une pré-campagne présidentielle commencer 9 mois à l'avance, alors que d'habitude, c'était décembre et puis ça se décantait en février-mars, surtout pour le favori ou le président sortant. Là, on a l'air de dire que le président Macron se déclarait plutôt en février, même si certains disent avant Noël, mais ça m'étonnerait. Donc, une décantation très tôt, donc une soif de débat politique, de débattre, de vider l'abcès, de parler, de reprendre la parole, de saisir des sujets, que ce soit les environnementalistes avec les écolos, qui ont fait quand même une belle primaire, qui a été active, passionnante, qui a intéressé les gens, que ce soit l'extrême droite avec ses deux candidats potentiels. On en avait prévu qu'un, là il y en a deux, ce qui va se passer chez LR, etc. Donc, il y a un nombre de candidats aussi incommensurable pour le moment. On ne sait pas s'ils seront tous à l'arrivée. Peut-être qu'ils n'auront pas les signatures ni les moyens. Mais il y a une fonction tribunicienne, une fonction d'expression publique, politique, comme si la politique avait été mise sous le boisseau pendant 4 ans, pendant ce quinquennat, où il y a eu beaucoup de choses qui ont émané de l'exécutif, qui s'est coltiné à de grosses difficultés, qui a connu des moments où il a fallu souffler fort, des grosses turbulences. Et là, mais il y avait peu d'échappatoires politiques, peu de manières de résoudre politiquement le problème. Il n'y a pas d'élection intermédiaire, il n'y a pas eu de renversement du gouvernement, comme on aurait pu y penser peut-être lors des Gilets jaunes. Donc c'est là la grande explication. Donc forcément, il y a un théâtre politique, il y a un décor politique avec des acteurs politiques qui s'enrichit, qui se complexifie, qui devient hyper intéressant et avec une grosse différence par rapport à tout ce qui était annoncé et pas par les sondages, c'est on s'éloigne un peu considérablement d'un duel Macron-Marine Le Pen qui était quand même le duel incontournable qu'annonçaient tous les sondages depuis 4 ou 5 ans. Il n'est plus inexorable, il n'est plus inéluctable. Il peut se passer autre chose. Il y a plusieurs candidats, 3 ou 4, qui peuvent se retrouver à 16-17%, vu que c'est à peu près le niveau de la barre de qualification, pour se retrouver au second tour. Je te les rappelle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, le candidat le mieux placé de la gauche, a priori pour le moment Mélenchon, et le futur candidat LR. Donc 4 pour figurer au second tour. Et on a l'impression, mais on y reviendra, je te relaisse la parole, qu'il y a une pré-campagne avec un certain nombre de candidats septembre-octobre, mais il n'est pas impossible qu'après les candidatures de Macron, d'Emmanuel Macron, s'il se présente bien, et le choix du candidat LR, il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle pré-campagne qui débute à partir de janvier-février, avec, sait-on jamais, une redistribution des cartes, certains candidats disparaissant, certains candidats peut-être apparaissant.
Au moment où on parle, est-ce que tu penses, il y a une pré-primaire, c'est comme ça qu'on le présente un peu en ce moment Oui, entre Le Pen et Zemmour. Est-ce oui. que tu penses, on a échangé plusieurs fois par SMS ensemble, mais est-ce que tu penses que on va arriver à un effet de levier? C'est-à-dire que est-ce que Zemmour va passer devant Le Pen? Ah, ça, c'est difficile à estimer pour le moment. Il y a les partisans des deux thèses. Il y a les proches de Zemmour qui pensent que sa montée est inexorable et qui représente une carte nouvelle, que finalement, la nouveauté et que finalement, il y a une disruption, il y a cette candidate disruptive de l'extrême droite, il y a un dégagisme dont serait victime Marine Le Pen au profit d'Éric Zemmour et que petit à petit, il va grignoter et que même si ça ne va pas apparaître dans les sondages, qu'il y aura un coup de rein d'Éric Zemmour dans l'opinion. Il y aura un petit côté jeune parce qu'il sera porté surtout peut-être par les jeunes, parce qu'il va être découvert par des gens qui ne le connaissent peut-être pas encore. Il a ceux qui le connaissent à travers ses news et ses chroniques, mais il va peut-être élargir Hmm. son spectre d'influence, notamment au niveau des catégories populaires, qui ne le connaissent pas tant que ça. C'est quand même le candidat de certaines élites, d'une droite nostalgique, tout ce qu'on voudra, pétainiste, vieille droite, mais plutôt intellectuelle, je dirais, hein, de couches supérieures, de professeurs, d'enseignants, de gens qui aiment déjà la politique. Mais il n'a pas encore capté le cœur de l'électorat populaire, qu'a encore, pour elle, Marine Le Pen. L'électorat populaire, c'est les dockers, c'est Hmm. les anciens, souvent les anciens, L'électorat du Nord. autant électorat de gauche et communiste. Oui, Voilà. l'électorat du Nord. Pour le moment, il reste un peu Marine Le Pen parce qu'elle est plus claire, elle est plus franche, il y a un côté, voilà, on vote toujours pareil, etc. Ils ont plus de mal à changer. Par contre, les élites métropolitaines, les élites intellectuelles, les étudiants, voilà, toute cette nouvelle droite qu'on sent quand même très présente, notamment dans les médias, hein, dans Hmm. beaucoup de médias. Bon, elle est très en forme, elle est très en verve, elle a envie de se venger de François Fillon, de François-Xavier Bellamy, qui étaient un peu ses candidats et qui ont échoué. Et Hmm. donc, elle a envie de détrousser les juges qui ont malheureusement qui ont fracassé François Fillon. Elle a envie d'une grande revanche idéologique. Et là, c'est fort, c'est un courant puissant. Nonobstant, il n'est pas impossible que Marine Le Pen pointe de manière intelligente les faiblesses qui ont commencé à apparaître ces jours-ci avec le fusil exposé au Midi-Pôle, au salon Midi-Pôle, Ouais. dont s'est servi Eric Zemmour, mais il peut y en avoir d'autres. Son sexisme, le fait qu'il ne va pas forcément attirer un vote très féminin, il est assez condescendant à l'égard des femmes. Donc, il est possible qu'il y ait son libéralisme aussi économique, et pas du tout sa générosité en termes État euh, providentiel. pour les catégories, pour les classes populaires. Donc, tout ça peut être pointé par les autres candidats, mais également par Marine Le Pen pour mettre une barrière à la progression d'Éric Zemmour. Mais ça, on le verra dans les prochains. C'est très tôt. Et puis, il n'est même pas candidat, Éric Zemmour. On verra comment il se comporte. Mais il est sûr qu'il n'a pas toutes les armes et l'ancienneté pour être un excellent candidat à la présidentielle. Parce que quand même, malgré tout, il y a un truc qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, les gens payent pour aller voir Éric Zemmour. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quel homme politique, quel candidat pourrait faire des meetings, remplir des salles avec 1500 personnes, voire plus en frais à Paris, avec des salles payantes? Personne. C'est une tradition de l'extrême droite. Il faut se rappeler que les candidats Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, j'ai été longtemps souvent participé à des campagnes. Et ce n'était pas forcément une cotisation où on payait un droit d'entrée, mais tu avais des grands drapeaux bleu, blanc, rouge qui étaient disposés à chaque extrémité de la salle. Et les billets tombaient, c'était une quête gigantesque. Et donc, il y avait un appel de fonds traditionnel, parce qu'ils se présentent, ces formations, comme des partis qui sont détestés par les banques, que les banques françaises, sous la pression de l'establishment, ne leur donnera pas d'argent. Donc, ils vont chercher l'argent là où il se trouve, ils le mettent en scène. Moi, je me souviens de manifestations de Le Pen du 1er mai où il y a partout où on verse, où on donne des billets. Hein. Hmm. Donc ça, c'est quand même dans la tradition d'extrême droite. Là, je dirais que c'est professionnalisé, et je dirais que ça ne sera pas le cas, je pense, pour tous les meetings. Là, c'est parce qu'il n'est pas Oui, candidat. oui, et qui peut le faire. Parce que, Quand il veut le faire. Mais tant qu'il est candidat,
bah, c'est un spectacle, c'est un stand-up et pourquoi pas, ça donne un petit coup de pouce et ça met du beurre dans les épinards et ça lui permet de financer ses salles. Je crois pas que tu puisses le faire en tant que candidat, mais Voilà. je pense pas que tu puisses le faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il retarde son annonce. C'est parce qu'il peut pas, il pourra pas le Le faire avant, parti peut le faire. Le Front national le faisait même pendant les campagnes. même les dernières. Mais pour un parti, Ouais, pour un oui. Dans parti. le passé, oui, oui. D'accord. Mais pas le Euh, candidat. Parce que malgré tout, une dernière par rapport à ces deux candidats d'extrême droite, et il y a quand même une donnée qui est assez étonnante, c'est qu'on continue en tout cas les instituts de sondage continuent à tester des candidats où on sait qu'ils ont quasiment zéro chance d'aller jusqu'au bout. Dupont-Aignan, il n'aura très probablement pas ses 500 signatures, donc ça fera Oui. monter mécaniquement les autres. Arnaud Montebourg, on ne sait pas non plus. Oui, voilà. Il peut y avoir des candidats. Jean-René Poisson Jean-Henri Poisson, pareil. va sûrement se retirer au profit d'Éric Zemmour. Oui, oui, tout à fait. Donc, Bon, mais ça, c'est chaque fois pareil. Il y a des petits candidats puis qui ne vont pas jusqu'au bout. Hein. hmm. C'est quand même 0,5, 1, 1,5. Ça ne change pas les Est- grands rapports de force. Est-ce que tu penses, parce qu'on parle souvent de compare à Chevènement, est-ce que tu penses qu'en janvier, celui qui sera en tête en janvier fera glisser l'autre? C'est-à-dire qu'il y aura un effet vote utile d'un seul coup et celui qui sera en janvier en tête fera que le deuxième glissera jusqu'au bout. Moi, je suis un peu sceptique. Je pense que la bataille va être très rude entre les deux camps. Je pense qu'ils vont être à touche-touche longtemps. Donc, Et tu je pense vois, pas que j'en vois pas un décrocher brutalement pour le moment, en tout cas dans les prochaines semaines. tu vois plus. Après, au début d'année, il faut voir comment, dans quelles conditions il lance sa candidature, Éric Zemmour. Mais pour le moment, je vois quand même un match assez équilibré, parce que Marine Le Pen a quand même l'expérience et a quand même des cadres, et puis elle a des partisans, mais on ne peut pas être à l'abri d'un des deux candidats qui s'écroule. Éric Zemmour, face à une énorme gaffe qui le ridiculise, mais vraiment énormément, hein, qui le Hmm. rendent comme hier avec son fusil, comme un gamin, comme un jouet dans un Ouais. magasin de jouets. Hein. Il peut y avoir un truc de ce genre hein, et Hmm. qui est en contradiction avec l'idée qu'il fait d'un président qui justement n'est pas un gamin. Il a suffisamment reproché à Macron d'être un gamin pour ne pas faire le gamin. Il était un mauvais clone d'Emmanuel Macron hier Oui. au salon Millipol. Bon, Ouais. voilà, donc il peut faire ça, mais il peut faire ça sur des sujets plus graves et plus sérieux. Hmm. Et puis, on s'aperçoit dans les interviews, il est quand même très, très méchant. Il emploie un ton agressif. Je ne crois pas qu'on puisse emporter l'adhésion sur un ton de hargne. Hmm. Bon, il est vrai que Marine Le Pen, de son côté, a perdu de son sel, son sel, c'est-à-dire de son côté disruptif et de sa méchanceté. Elle est beaucoup plus clean, elle est un petit peu trop light et elle peut décevoir. Voilà, je ne pense pas que dans les prochaines semaines, il y en ait un qui décroche. Après, je ne sais pas ce qui va se passer en février. Bien sûr. Donc, il y a le candidat de droite qu'on ne connaît pas encore actuellement, Oui, entre Xavier Bertrand, Michel Valérie Barnier, Pécresse. Valérie Pécresse, Ciotti, et j'ai mangé les deux derniers. Denis Peyre Ouais, et Hervé Juvin, voilà, le c'est maire de ça. la Garenne-Colombe, le médecin, tu sais, Oui, oui, de qu'on la a beaucoup vu, pandémie. Ouais, à la télé, effectivement. On dit, en tout cas, les spécialistes parlent de plus en plus que Barnier pourrait gagner. oui, Est-ce que tu penses que c'est une hypothèse raisonnable oui, ou, oui. ou, Oui. que Xavier Bertrand, le maître des sondages, va emporter la mise Alors, mettre des sondages jusqu'à présent, mais il faut voir s'il tient la route. Il faut qu'il hmm. tienne encore la route un mois. Bon, après, sur la photo, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein, de se mettre en dehors, de ne pas vouloir revenir dans son parti, de jouer les capricieux, etc. En même temps, il a une voix qui semble porter un petit peu plus que les autres étant moins identifiés. Son gros avantage étant qu'il souhaite être dans ce rôle depuis 2017. Les deux autres, c'est moins le cas. Barnier, c'est depuis un mois qu'on le sait, et Valérie Pécresse, c'est depuis 3 mois. Quand elle était présidente aux élections régionales, elle n'avait pas d'autres ambitions. Bon, pour Xavier Bertrand, c'était une ambition à peine voilée
peu voilée depuis 4 ou 5 ans. Donc, normalement, c'est ça qui lui donne cet avantage, je pense, et l'opinion, elle sent ça. Elle sent les fauves en politique. Les fauves, les petits fauves ou les grands fauves. Je ne Hmm. dis pas que c'est un fauve de la taille du président de Gaulle ou du président Mitterrand, Hmm. mais je dis qu'elle sent le fauve, celui qui veut, elle sent le fauve Mélenchon, le fauve Le Pen, le fauve Zemmour, le fauve Bertrand. Elle sent moins où il faut qu'elle soit charmée par des gens qui viennent tout d'un coup se mettre dans la compétition. Et je dirais, c'est Michel Barnier et c'est Valérie Pécresse. Ensuite, sur le papier, il est évident qu'il y a un jeu particulier de Laurent Wauquiez, qui ne s'est pas présenté, mais dont on sait qu'il adoube de manière implicite, sans le dire publiquement, la candidature de Michel Barnier. Ils sont élus de la même région, Hmm. Auvergne-Rhône-Alpes. On pourrait dire que, voilà, donc Laurent Wauquiez a tout intérêt à ce qu'il y ait un mauvais candidat, entre guillemets, ou un candidat qui ne soit pas élu ce coup-ci, pour être plus dans la course lui-même lors de la prochaine présidentielle, vu qu'il y a la présidentielle de 2027 qui se prépare, et ça c'est complètement nouveau, Hmm. dès la présidentielle 2022. Donc Laurent Wauquiez aurait intérêt à faire échouer ou à tirer, à favoriser un candidat sans espoir. Voilà. Donc Ouais. il y a ça. Donc pour moi, il y a une compétition entre, pour moi, je pense que Valérie Pécresse est plutôt out à l'heure qu'il est, même si elle a pouvait commencer très fort en termes de communication, même si elle a une très bonne équipe, directeur général Patrick Stefanini, qui a Hmm. été celui de François Fillon. Ensuite, Igor Matrofanov, sa plume, qui est l'ex-plume de François Fillon. Donc, elle a démarré très fort. On voit que là, elle est un peu prise en étau entre Michel Barnier, qui est, semble-t-il, avoir beaucoup de soutien parmi les présidents de fédération Hmm. LR, discrètement appuyé par Laurent Wauquiez, et Xavier Bertrand, qui joue le tout pour le tout, en disant, bon, ben, si c'est pas moi, on va se planter, le parti va se déchirer, et puis on sera pas au second Mais, tour. Et pour LR, c'est la fin de la droite. Une troisième élection présidentielle sans candidat LR au second tour, même s'il ne gagne pas, c'est la fin de ce parti. Voilà ce qui se joue. Mais est-ce que c'est ça qu'anticipe ou que prépare Laurent Wauquiez sans le dire, à la fois donc la fin peut-être de LR qui ne survivrait pas à l'échec de hmm. Michel Barnier ou de Valérie Pécresse, et à ce moment-là, il préparerait quoi? Un nouveau parti, une nouvelle réorganisation de la droite, avec un parti de droite allié aux partisans d'Éric Zemmour, d'une droite conservatrice, et puis resterait le reste de LR, rejoignant à ce moment-là le parti Horizon de Édouard Philippe. Oui, mais est-ce que l'arrivée de Barnier, c'est pas la victoire de Édouard Philippe et de Éric Zemmour? Ben, je pense que ça favoriserait ces deux-là. Je pense Ouais. que LR aurait du mal. Moi, honnêtement, enfin, ça c'est personnel, hein, ça Ouais, c'est un ouais. engagement C'est ton personnel, analyse. c'est mon analyse personnelle. Je ne le vois pas l'emporter. Je pense qu'il est trop, pour différentes raisons. Un, Ah, il est trop. au Congrès, tu veux dire? L'emporter au Non, à la Congrès. présidentielle. Ah Moi, oui, je le vois possiblement l'emporter. d'accord. Non, non, il peut l'emporter ou Xavier Bertrand. Non, non, ils peuvent l'emporter l'un ou l'autre. Ça va être serré. Hmm. Même si les proches de Bertrand laissent dire en ce moment qu'il pourrait y avoir un ticket, ils rêvent d'un ticket, Avec Pécresse. que le Congrès ratifie, soit un Congrès d'approbation, de confirmation avec Hmm. Pécresse. Voilà. Bon, après, il y a tout un tas de rumeurs. Mais Non. normalement, tout le monde va jusqu'au bout. Même Valérie Pécresse a intérêt d'aller jusqu'au bout parce qu'une femme ne va pas se retirer comme ça. À l'époque du MeToo, ça serait profondément disgracieux et déplaisant qu'il n'y ait plus de femmes lors de la compétition et que la femme, elle se retire au profit de deux hommes. Bon, Hmm. voilà, en termes d'image, ça serait catastrophique. Voilà, donc tout le monde est obligé de se rester jusqu'au bout, sauf deal général, accord général Hmm. ou partiel, de deux contre le troisième. Ça, c'est pas exclu. Un qui se retire. Barnier, Pécresse, Bertrand, enfin bon, l'un pourrait se retirer pour faire un deal avec, voilà, qui est plus qu'un duel, Hmm. des gros candidats au lieu d'un trio. Les deux petits candidats étant des candidats d'ajustement, à mon avis. Ouais. Ciotti, pour faire simple, Éric Ciotti préempte toutes les voies les plus à droite, les voies qui seraient un petit peu séduites Éric Zemmour, mais les empêche d'aller vers Éric Zemmour, parce qu'il sera loyal, je pense, dans un premier temps, pour LR, mais je pense qu'il joue l'aile droite du candidat Xavier Bertrand, pour lui en avoir parlé. Ouais. Voilà. Je pense qu'il apportera au second tour ou dans un
ticket, dans une configuration de répartition des postes, il sera le Pasqua de Xavier Bertrand sur les sujets régaliens, si je puis me permettre. Mmh. Et Hervé Juvin, idem, avec moins de poids, parce il aura moins de soutien, mais lui, c'est plus pour le ministère de la Santé ou des choses comme ça. Mais Voilà. est-ce qu'on ne se retrouve pas dans la même configuration qu'il y a 5 ans avec la candidature de Emmanuel Macron, où c'est celui le plus improbable qui a gagné à gauche et du coup qui a fait monter Macron, et le plus improbable à droite qui a fait aussi monter Macron. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans cette configuration que d'un seul coup, le candidat le plus improbable de LR peut gagner et du coup faire monter Zemmour et Édouard Philippe d'un seul coup, quoi. Alors c'est possible, mais moi je vois plutôt un signe, je me dis qu'on est cette fois-ci pas du tout comme en 2017 et qu'on est en D'accord. 2022 et qu'il y a au moins 2 partis qui ont choisi les candidats les plus orthodoxes et pas les candidats disruptifs. Les Verts Oui. ont écarté le candidat disruptif, de la disruption, ça il s'en est fallu d'un cheveu, mais c'est le candidat «officiel» entre guillemets, qui a été choisi, et le candidat modéré, Jadot. Et au PS, bon, il n'y avait qu'un candidat, mais ça n'a pas été un candidat disruptif. C'était la candidate bon, qui est apparue un petit peu sur le tard, mais qui paraissait un petit peu poussée par l'appareil, je dirais. Ça n'a pas été un candidat non plus disruptif. Hmm. Donc, aussi bien PS que Vert, je pense que là, et là c'est un point intéressant, chaque parti joue en ce moment son maintien. D'abord son groupe dans la future Assemblée nationale, que le LR résiste, que le PS résiste, que les Verts fassent un groupe. Donc, face à la tornade, à la disruption Macron, les partis, enfin du moins, je t'ai cité le PS, je t'ai cité les Verts, Hmm. peut-être LR, s'ils choisissent un candidat qui les fasse Hmm. gagner, c'est un peu les formations traditionnelles qui résistent un petit peu pour essayer d'exister après un second quinquennat, malgré une victoire de Macron, en ayant des chances de ramener un groupe à l'Assemblée nationale et de survivre à la tornade Macron. C'est ça qui se joue Oui, pour tous alors, ces partis. effectivement, là, tu es passé à gauche et à gauche, il y a quand même un danger qui est le non-remboursement de la campagne. Alors, on en est loin, mais rappelons que si le candidat fait moins de 5% au moment de la présidentielle, il n'est pas remboursé de sa totalité. Il a le droit à un forfait, je crois, de mémoire, un forfait qui Oui, couvre très peu, oui, très, oui. très peu les frais. 300 000 ou 400 000 euros, oui. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que là, ce qui se joue quelque part à gauche, c'est pas courage, fuyons ou courage, défendons notre gagne-pain, notre finance. Parce que si tu envoies, ça peut être le cas Yannick Jadot, parce que Yannick Jadot, il n'est pas extrêmement haut non plus. Oh, il est quand même plus haut, il est quand même à 8-9, il relève la Oui, tête un mais peu. oui, 8-9 avec la marge d'erreur, ça te ramène Ouais. à 6. Hein. Non, mais un des trois partis, notamment le PS, peut être menacé de faire moins de 5. Mais on avait eu la même angoisse, entre guillemets, au moment des régionales. Et tu as vu que le PS avait fait juste au-dessus. Oui. Hein. Donc, il a fait juste au-dessus. Bon. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, il va se passer des choses et je pense qu'il faut suivre ce qui va se passer. Je pense, moi, que si les trois candidats de gauche n'ont pas, il n'y a pas une dynamique au profit de l'un des trois en janvier, si les trois sont scotchés à moins de 10, que Mélenchon n'ait pas fait le trou, que les Verts n'aient pas fait le trou, on pourra revenir pourquoi, d'après moi, ça va être compliqué qu'ils fassent le trou. Et puis le PS avec Anne Hidalgo non plus. Il n'est pas impossible qu'il y ait des appels et qu'il y ait qui est justement peut-être François Hollande et quelques autres, Cazeneuve, etc., Que bon, les que anciens quelqu'un, appellent que réagir. les anciens appellent à certains à se retirer, j'exclus rien, que François Hollande se représente ou lance Cazeneuve, etc., pour essayer d'avoir un score en surfant sur une gauche unie, sur le fait que le débat, l'équilibre politique, c'est trop droitisé, qu'il faut un rééquilibre, en lançant un homme présumé d'État. Voilà, c'est les bruits qui circulent en ce moment. Tout Paris Ah oui. bourdonne de ces rumeurs en ce moment. Ah oui. Et la sortie du livre de François Hollande n'est pas innocente là-dessus. Mais quand Voilà. Hidalgo dit sur les plateaux de télé qu'elle Oui, ira jusqu'au bout, oui, on mais sent tout le bien monde va que jusqu'au bout. Ouais, mais si personne en janvier, dirait.
personne dirait devant une caméra, j'irai pas jusqu'au bout si je suis en moins de 5. Et en plus, on sent quand même, malgré tout, qu'elle y croit à demi-mot, quoi. Ça, non, non. Mais là, pour le moment, tout est gelé. Elle est candidate jusqu'au mois de janvier. Elle est candidate au moins jusqu'à ce qu'il y ait un candidat LR et un candidat Macron, le candidat Macron. Et si au mois de janvier, elle est toujours à 4 ou 5, je pense qu'il y aura des appels, une nouvelle phase de la campagne présidentielle. C'est ce que je disais, une seconde phase et des choses se passeront. D'accord. Voilà. Mais il faut quand même retenir la petite phrase qu'a sortie François Hollande hier en disant que Anne Hidalgo était aujourd'hui la candidate C'est du ça. Parti socialiste. Aujourd'hui, et Oui. peut-être pas demain. Mais là, ils vont tout faire pour que ça marche, que ça décolle, notamment samedi. Cette semaine, en fin de semaine, il y a une réunion à Lille avec Martine Aubry, notamment. Oui. Hein, et puis, Ségolène Royal aussi veut revenir. Je pense qu'il va y avoir des initiatives d'union pour favoriser, pour transcender, pour éviter que pour éviter que chaque candidat de gauche soit en dessous de 10%. Voilà, parce que c'est une question après de survie, de parti, des formations, et c'est peut-être pas bon du tout, même pour la société française. Voilà, mais je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage dans les mois Euh, qui précéderont la présidentielle. euh, alors, il y a quand même une énigme dans tout ça. C'est Yannick Jadot, quand même. Ouais. L'actualité fait, après la crise sanitaire, on vient de vivre une année où la planète est en train de souffrir. Et l'écologie, bah, ça plafonne à 8, quoi. 8, 10. Alors, il y a un phénomène, pour moi, structurel et un phénomène conjoncturel d'actualité. Le phénomène structurel, il remonte déjà au régional. Quand les Verts étaient tête de liste de la gauche, on l'a vu par exemple dans les Pays de la Loire avec Mathieu Orphelin, ils n'ont pas été rassembleurs. Quand le PS a été tête de liste par rapport aux Verts, que ce soit en Occitanie ou dans la région Val-de-Loire, etc., ils ont gagné. C'est-à-dire qu'au second tour, ils ont eu plus de voix que l'addition des voix PS, Verts, PC de toute la gauche. Une dynamique. Quand les Verts ont conduit la liste d'union, ça s'est vu en Bretagne, ça s'est vu dans les Pays de la Loire, ils ont fait moins que l'addition du PS, des Verts, etc. Donc, ils se sont montrés moins rassembleurs. Parce que les Verts, il y a une partie de l'opinion qui vote pour eux, mais qui vient de la droite et qui ne lui fait pas confiance pour diriger des collectivités trop importantes. Et yes pour des villes, pour des grandes villes, mais no pour des régions et encore moins pour l'État, comme chef d'État. Ça, pour moi, c'est une raison structurelle qui a été montrée par les urnes et qui est pérenne et que l'on va retrouver. Et deux, il y a une raison qui est conjoncturelle, qui est à l'actualité, c'est que sur un certain nombre de thèmes, ils sont pris à revers sur leur propre idéologie, sur leur propre mantra, sur leurs propres axiomes, que ce soit sur le nucléaire, où c'est le grand retour du nucléaire light, propre, décarboné, comme une espèce de consensus dans la société pour Ouais, le comme si ça nucléaire, entre existait. guillemets. Mais bon. Et bon, et ils ont du mal à offrir une réponse. On est loin de Ouais. la gauche pointant le lobby d'EDF, etc., moi que j'ai connu il y a 20 ou 30 ans, où toute la gauche pestait contre le lobby EDF qu'on entendait à la télévision et qui avait aucune critique contre le nucléaire. Là, c'est l'inverse, et que le renchérissement des prix du gaz, du pétrole, de l'électricité fait que les Français se disent quelque part, et on leur fait croire, leur laisse penser, on leur laisse à croire que grâce à votre parc nucléaire, vous avez encore une énergie qui coûte moins cher que si vous habitiez dans un autre pays. Et en même temps, vous polluez moins que les Afro-Allemands qui ont des mines de charbon. Je termine le topo. La campagne anti-éolienne qu'a entretenu, qu'a lancé, qu'a entretenu notamment la presse de droite avec des élus de toute tendance, parce que maintenant, Voire des écolos. et des écolos, on met en avant le côté inesthétique de ces éoliennes. On veut faire visiter la France, terre de tourisme, mais on met des éoliennes partout. Il y a un problème. Et là aussi, le steak a changé d'assiette, comme on dit chez moi. Et les Verts sont pris à contre-pied. Et idéologiquement, là, en ce moment, je pense qu'ils sont moins soutenus. Même s'il y a la grande peur du grand réchauffement. Hein. Ça n'empêche pas. Et que les jeunes vont continuer à manifester, qu'il y a Greta Thunberg, etc. Mais là, on en est pour les gens qui votent. Mais les gens qui votent, ils ont peut-être ces deux points que je t'ai Oui, et relevés. on a échangé plusieurs fois sur les propos des maires.
Oui, Bordeaux, le oui, sapin, oui, Lyon, là, ça aussi. le Tour de France encore, je ne sais plus dans quelle ville où l'élu vert a voté contre la subvention contre les bateaux à voile parce que ça pollue. Voilà. Effectivement, Yannick Jadot, là-dessus, il n'est pas très aidé, quoi. Ben voilà, il n'est pas Et, très aidé. Et et la puis, je pense candidate que et sa candidate et adversaire et concurrente qui a tenu une campagne qui n'était pas sur l'écologie, mais qui était plutôt ouais, oui, sociétale, quoi. tout à fait. Mais on a évité la rupture du parti quand même, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. PS ont privilégié l'unité. Bon, même s'il y en a 2 ou 3 qui sont partis. François Lamy qui a rejoint les Verts, Hmm. Rebsamen qui va sans doute rejoindre l'AREM et le maire de Le Foll qui s'installe comme l'opposant de Sa Majesté, en pensant que battre Olivier Faure le prochain coup sur les décombres d'un PS qui aurait échoué avec son candidat. Mais le PS a tenu en tant que parti. L'essentiel du PS est derrière. Idem chez les Verts. C'est quand même le candidat de l'appareil qui a gagné. Logiquement, bon, chez LR, c'est plus compliqué. Le candidat de l'appareil, il n'y en a pas vraiment, quoi. Si, sauf que l'appareil de LR, pour moi, soutient, c'est-à-dire Jacob, Woerth, et puis surtout le président du groupe, Abad, hein, qui est Hmm. très puissant, hein, parce qu'il est très apprécié, très sérieux, etc. Ils soutiennent. Bon, l'appareil soutient Bertrand, mais Bertrand a quitté le parti à cause de Wauquiez, parce qu'il trouvait que Hmm. ce parti se droitisait. Donc le jeu est plus compliqué. On ne sait pas qui est le. Il y a une bataille pour le scalp du parti, là, qui tient le parti. Voilà. Donc ça va être acharné. Il peut y avoir des rebondissements. Je n'en sais rien. Bon, ben voilà une bonne analyse Mm. de la situation et ça s'annonce encore bien compliqué. Et malgré tout, on est dans une démocratie du sondage. Ah bah Euh, oui. C'est-à-dire, et ça, quand bien même le sondage ne font pas l'élection, le sondage fait la préparation de l'élection malgré tout, parce que les sondages sont en train de sélectionner les candidats. Ben, le sondage, il devient un acteur des primaires, hein. C'était le cas Des déjà avec primaires dans chaque parti. Ah oui, Ségolène à ce Royal. point. Ségolène Royal, Ouais. à son époque, avait Oui, oui. en remporté la mise grâce à la une des magazines, grâce au sondage, et elle avait écrasé le match Non, grâce mais à… Lionel, il n'y avait pas des sondages 3 fois par jour, hein. Ouais. Il y a un nombre, j'ai plus en tête les chiffres, mais il y a en nombre, en valeur absolue, il y a 2, 3 fois plus euh, de sondages, 2, 3 fois plus, hein, en Hmm. quantité, hein. Donc, c'est intense. Et quand même, les débats politiques sur les chaînes info s'organisent beaucoup autour de ces sondages, hein. Et donc, ça va, ça vient, hein. Mais effectivement, on peut dire que Zemmour est quand même un petit peu il est à la fois le fruit, un candidat qui a été boosté par les médias et puis oui, par les médias, hein, mais en même temps, et les sondages, avec ces sondages hebdomadaires de Louis Harris, hein, on a eu quand même un institut qui l'a donné le premier chaque semaine très haut. Mais alors, il y en a des instituts qui contestent les conditions de réalisation de ce sondage, parce que ce sondage se fait sur les gens qui sont sûrs d'aller voter. Et voter. Voilà. Donc, ça hypertrophie, ça majore les votes extrêmes pour moi, hein, ça les renforce. Alors que les autres instituts interrogent 1000 personnes, mais parmi, il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui ne vont pas voter, etc. Du coup, ça le met Zemmour plus bas. Mais Zemmour est quand même aussi l'expression, au-delà des sondages, il catalyse aussi une pensée qui était quand même, rappelons-nous, sous Sarkozy, et même non sous Hollande, plutôt la droite décomplexée que vantait Jean-François Copé. Non, mais on n'en a pas fait, on va conclure là-dessus, mais euh, l'électorat et les militants de droite sont très à droite. Et il y a une réelle différence entre les cadres et les militants de droite. Et c'est pour ça que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse étaient partis. Et ils sont beaucoup, beaucoup plus radicaux au sens, pas, au sens propre du terme que les cadres. C'est vraiment une Alors bonne… Lionel, je mettrai quelques bémols. Je pense que ça dépend des régions. Je pense que tu es dans une région qui est Oui, particulièrement
touchés par cette radicalité, Ouais. comme la région, comme la droite PACA. Tu as 2 points forts de la droite dure au sein de LR, qui est pour moi la droite PACA, la droite Ciotti, d'ailleurs, il est candidat Ciotti, hein, PACA, je veux dire, c'est une droite qui est quand même très différente de la droite parisienne. Et il y a une droite, Nord Bourgogne, Rhône, où autrefois il y avait Charles Millon, la Bourgogne, où il y a eu quand même des candidats du Front national, hein, une autre époque, Mmh. hein, rappelons-nous, hein. Je n'ai plus le nom de tête, mais tu vas me le rappeler, cette personne qui était dans le Champagne. Voilà, qui était candidat, pour la Oui. région Bourgogne face à François Sauvadet et Soissons surtout, face à Jean-Pierre Soissons. Voilà, donc c'est des terres où la droite, de château, la droite, viticole, la droite, traditionnelle, la droite catho est très, 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 très présente. Tu n'es pas en Bretagne, tu n'es Non, pas dans les Pays de la Loire, tu tu as n'es raison. pas dans la droite, girondine. Je t'invite à venir dans le Bordelais. Ça n'a rien à voir. Mmh. Ils avaient un conseiller général du RN sortant, il a été battu cette fois-ci, dans le Médoc. Il n'y a plus un voilà, voilà et je peux te dire qu'à Bordeaux, la droite, bordelaise, elle est pas pétainiste, hein. Je Mmh. pense pas que Zemmour fasse un très gros score, hein. Là, je parle pas de la droite bobo, la droite chic parisienne qui est encore une autre chose. Mais attention, on parle de la droite, ça dépend, c'est une mosaïque et tu es dans une région particulièrement touchée par cette inclination, je dirais, Mmh. pour rester, neutre. Voilà, donc il faut pas voilà, il y a c'est une mosaïque. En Bon. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, la droite est beaucoup plus modérée. Mmh. Bon, bah, en tout cas, Philippe Rier, merci encore pour ton Je analyse. t'en prie. Journaliste politique, je le répète, euh, Oui, un, un habitué des rendez-vous à ta des Caméras Télé. disposition pour, à d'autres moments, Et en tout, évidemment, pour continuer à échanger. Je suis en toujours tout ravi. cas, merci. Ça fait un an. Ça fera un an dans quelques jours. C'était le 4 novembre 2020. Bah, bon anniversaire. Notre premier rendez-vous. Et voilà, maintenant, cette histoire s'inscrit dans le temps et s'inscrira dans le temps. Merci Philippe d'être là et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Lionel, au Au revoir. revoir.